Salut à tous, c'est DK. On se retrouve aujourd'hui sur Godot de nouveau dans un script, mais pour aborder quelque chose d'un petit peu différent. Donc la vidéo aura valeur de hors-sujet, puisqu'en fait, je voudrais aborder avec vous la question des conventions et des normes dans Godot. C'est quelque chose que j'ai pas abordé parce que ça me semblait pas forcément quelque chose de hyper utile dès le départ, mais je pense que ça reste quand même intéressant et ça mérite qu'on s'y penche à un moment ou à un autre. Je parle de normes, là je vous ai mis des phrases en français pour vous faire un comparatif. On ne se rend pas forcément compte au quotidien, mais on utilise dans le langage courant énormément de normes. Quand je dis je dois faire cette vidéo, c'est une phrase affirmative. Elle a pour particularité d'avoir pour norme une majuscule au début, un point à la fin. Ensuite, j'ai une phrase qui est une phrase exclamative et négative. Je ne dois pas faire cette vidéo. Là, on sent qu'il y a une vraie exclamation parce qu'il y a un point d'exclamation à la fin. On garde la convention de mettre une majuscule au départ. Et la négation, on la met pas n'importe où. On la met de sorte à ce qu'elle encadre le verbe devoir. Donc avec le ne devant doit et le pas à la suite de doit. Quand on a une phrase interrogative, c'est pareil, on a un point bien particulier qui nous permet de prendre conscience qu'on a affaire à une question, à une interrogation. Donc on a un point d'interrogation. Et là, pour le coup, la forme de la phrase change, puisque le verbe devoir passe devant le sujet, donc on n'a plus la structure sujet-verbe complément ou sujet-négation-verbe complément, mais on a la structure verbe rattaché au sujet par un tiret qu'on oublie de plus en plus maintenant, malheureusement, et ensuite on a notre complément. C'est des petites choses, mais au quotidien, ça permet de nous comprendre, de savoir si notre interlocuteur affirme quelque chose ou est-ce qu'il se pose une question, est-ce qu'il nie quelque chose ou est-ce que, au contraire, il affirme quelque chose. Donc, c'est des choses qui sont importantes. C'est vrai en français, c'est vrai dans tous les langages. Chaque langage a sa structure, mais il n'y a pas de langage qui fonctionne en se passant de structures. Et ces structures-là, du coup, ça constitue des normes et des conventions. La programmation, que ce soit dans Godot ou ailleurs, eh bien c'est pareil, ça a des normes et des conventions. Alors c'est pas forcément toujours la même dans chaque langage de programmation, mais pour autant, il en existe, c'est pas dénué de conventions et de normes, et il en existe, et en l'occurrence, moi je voudrais vous parler de celle qui est en lien avec Godot. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce dont je vais vous parler là, c'est pas un truc que j'ai inventé, hein, ça vient tout simplement du manuel de référence de la documentation de Godot. Donc vous allez avoir tout en haut le lien qui peut mener vers cette page-là, qui est en français, mais au cas où ça serait pas très lisible sur la vidéo, je vous donne le lien à l'oral. Donc le lien c'est docs.godot G-O-D-O-T engine E-N-G-I-N-E.org /fr/cat.x/ Voilà. Donc ça c'est le lien. Donc j'ai bien conscience que la documentation Godot, comme tout type de documentation liée à un logiciel ou comme un manuel d'appareil que vous achetez, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à lire en général, ça se lit pas comme un livre de chevet. Pour autant, ça peut être intéressant d'aller y faire un tour de temps en temps. En l'occurrence, c'est intéressant pour tout ce qui est de l'ordre justement des conventions de nommage, puisque ça, c'est des choses, je dirais, qui ne s'inventent pas. Il faut en prendre l'habitude par rapport à des choses qui ont été prédéfinies. Alors là, je vous montre quelque chose, toujours dans la doc de Godot, mais dans l'onglet guide de style GDScript, vous avez un onglet convention de nommage, et là par exemple, vous avez une page qui vous indique les conventions concernant l'ordre du code. Donc là,
si vous avez suivi mes précédentes vidéos, mais même si je vous remonte mon code, bah déjà on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont pas. Par exemple, là on vous dit que tool, ça doit arriver tout en haut. Alors ça, dans ma pratique personnelle, j'ai l'habitude de le faire. Alors ma pratique personnelle, elle découle de quoi? Elle découle des vidéos que j'ai moi-même regardées, puisque je rappelle, je suis novice en code, donc j'apprends des choses, et les choses que j'apprends, je les apprends soit en regardant des tutos vidéo sur internet, soit en consultant des subs Reddit, etc. etc. Et du coup, je vois des scripts passer devant mes yeux en continu. Et je pense que, sans m'en rendre compte, eh bien, je prends des habitudes. La question, c'est est-ce que je prends les bonnes habitudes? Et il y a à l'esprit que prendre des mauvaises habitudes, cette problématique-là, que plus on s'enfonce dans ces mauvaises habitudes, plus il est compliqué de s'en défaire. C'est ce que j'appelle le syndrome de la conduite accompagnée. On conduit avec quelqu'un qui nous montre des gestes qui sont pas adaptés, on arrive dans une auto-école, et là l'instructeur nous reprend sur un certain nombre de choses qui se sont intégrées à notre pratique pendant peut-être des mois, voire plus. Et ça devient très difficile de se défaire de ces mauvaises pratiques. Donc j'encourage tous ceux qui débutent à justement peut-être prendre des bonnes habitudes. Moi justement, je vais devoir déjà me défaire dans une certaine mesure d'un certain nombre de mauvaises habitudes. Tool, en l'occurrence, qui est la notation qui renvoie au mode tool et qui permet d'exécuter des choses directement dans l'éditeur. Le fait de le placer tout en haut, ça c'est quelque chose que je fais, je dirais, naturellement. Donc pas de souci. Par contre, vous voyez que class name, c'est ce qu'on est censé mettre à la suite. Quand on en a un, parce qu'on n'en a pas toujours un, mais quand on en a un, c'est quelque chose qui vient avant l'extension. Et si on regarde moi dans mon code, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un problème. Déjà, parce que mon class name, je l'ai placé après l'extension. D'un point de vue fonctionnel, le code il marche, il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue, je dirais, des conventions, des normes, c'est pas très correct. Et encore une fois, quand on veut se comprendre, si par exemple à un moment j'ai besoin d'échanger sur mon projet avec quelqu'un, de lui demander de jeter un œil sur mon code, ce qu'il en pense, etc., etc., eh bien c'est mieux de parler la même langue, mais surtout de la parler avec les normes en vigueur. Donc là concrètement, il serait plus conventionnel, plus correct, de placer mon class name au-dessus. D'ailleurs, même d'un point de vue logique, c'est limite plus logique. Pourquoi c'est plus logique? C'est que de base, vous vous rappelez que l'extension qu'on a ici, son type d'extension, ça découle du nœud, du type de nœud auquel on a rattaché notre script. Donc ça découle du type de notre nœud parent, là en l'occurrence, puisque notre script il est attaché à notre nœud parent. Notre script TikTok test de base, c'est un node 2D, on le voit par rapport à son icône. Mais vous voyez que là, quand je suis sur type, ça m'indique TikTok. Pourquoi ça m'indique TikTok? Eh bien, en fait, son type, c'est devenu TikTok depuis que j'ai créé un class name. Donc, du coup, effectivement, maintenant, vu que son type, ça n'est plus réellement une node 2D, c'est plutôt class name. Alors il garde les propriétés de node 2D, qu'on soit bien d'accord, mais il est bien plus spécifique qu'un simple nœud en 2D, et que en plus on nous l'affiche là quand on va sur le nœud. Effectivement, il est plus logique que le class name intervienne avant l'extension. Ensuite, on voit, je vais pas tout faire, mais on voit que, vous voyez, moi j'ai placé mes onReady, donc ce qui me permet de charger très tôt, dès que les choses sont prêtes, de charger mes composants dans le script, à travers une variable. Là, à travers la variable image, je récupère mon nœud logo qui est à gauche, et du coup je récupère aussi toutes ses propriétés, donc sa texture, sa position, sa rotation, etc., etc. Eh bien, vous voyez que moi j'ai tendance à mettre mes onReady tout en haut.
En général, alors là, j'avais intégré une constante entre deux, mais en général, je mets mes exports derrière, ensuite mes constantes, ensuite mes variables classiques, ce qu'on va appeler les variables statiques, et plus tard mes énumérations. Et puis après, quand je crée d'autres choses, ça vient encore plus tard. Par exemple, mes signaux, quand je crée des signaux, ils viennent après. Et ensuite les fonctions, etc., etc. Si on regarde, eh bien, c'est pas du tout comme ça, d'un point de vue de la norme, qu'il est recommandé de faire. Hein. Vous voyez que moi, mes signaux, je les place très tard dans mon code, alors que là, il est plutôt recommandé de les placer très tôt. Pareil pour les enums. Hein. Et finalement, moi, ce que je mets tout en haut, à savoir mes onReady, hein, donc mes annotations, mes modes, si vous préférez, onReady et export, qui sont la plupart du temps dans tout ce que je code tout en haut, et bien finalement, on vous invite plutôt à les mettre plus bas dans votre code. Donc encore une fois, d'un point de vue fonctionnel, ça n'empêchera pas votre code de fonctionner. Hein. Si vous ne faites pas comme ça, votre code il marchera. Mais d'un point de vue, je dirais, lisibilité, compréhension dans l'échange avec éventuellement d'autres personnes, ça peut être peut-être plus simple. Et puis je pense que, alors moi c'est pas mon objectif, mais à titre professionnel, si vous rentrez dans une boîte orientée informatique, eh bien mieux vous maîtrisez ces normes-là, plus vous serez à l'aise en arrivant dans une équipe qui, à mon avis, applique un certain nombre de normes. Donc voilà. Donc ça c'est pour, je dirais, l'ordre du code. Mais au-delà de l'ordre du code, il n'y a pas que ça qui intervient, il y a aussi ce qui a attrait à la syntaxe, on va dire. En fait, quand on s'intéresse à la syntaxe, vous êtes peut-être dit d'ailleurs, pourquoi au niveau de mon extension, note 2D, je mets un N majuscule. Pourquoi là, au niveau du class name, il y a un tiret bas. Pourquoi, si je prends un autre script, pourquoi ici, par exemple, j'ai le nom de mes données, donc qui sont des variables, qui sont écrits avec des majuscules en début de mot et séparés par des tirets bas, donc des underscores, c'est la touche 8 de votre clavier. Et pourquoi là, j'ai mis tout en minuscule? Eh bien, ça c'est un vrai problème. C'est parce que j'ai pas de constance. Vous voyez, ça c'est une erreur que je dois rectifier. Parce que normalement, il y a une norme. Donc, que je fasse l'un ou que je fasse l'autre, ça marche. Mais d'un point de vue correct, ça ne l'est pas. C'est comme si en français, selon mon bon vouloir, des fois j'écrivais des phrases avec des majuscules, des fois j'écrivais sans, des fois j'en écrivais d'autres tout en majuscules, sans raison, que dans certains cas je mette des points, dans d'autres cas j'en mette pas, etc., etc. Ça nuit à la compréhension et à la lisibilité. Donc pour réduire ce problème, eh bien effectivement on peut s'attacher ou se référer à des normes préexistantes qui ont été définies. Et les normes, je vais vous les montrer puisqu'elles sont aussi dans la documentation. Donc voici par exemple un type de norme qui vous est présenté dans la documentation. Donc on est toujours dans l'onglet convention de nommage. Et là, on vous parle des conventions en fonction de ce que vous voulez nommer. Selon si c'est un type de fichier, un class name, etc., etc. Nous, on va prendre le cas du class name. On vous dit qu'il y a une certaine convention qui s'applique, le Pascal case. Donc, je vous expliquerai après ce que c'est que case. Et puis, pourquoi Pascal, j'en parlerai aussi. Et on vous dit clairement, alors leur exemple, je l'aime pas, je trouve qu'il est justement pas très parlant. Parce que le Pascal case, on va regarder là au niveau des enums, il est plus représentatif. En fait, c'est une norme qui consiste à placer une majuscule au début du mot. Par contre, la suite est tout en minuscule. Donc là, je trouve pas ça parlant parce que vous voyez, là, vous avez beaucoup de majuscules qui se suivent. Mais dans l'idée, un class name, eh bien, ça devrait s'écrire avec une majuscule au début et tout le reste en minuscule. Donc là, si je reviens dans mon code, eh bien, TikTok, ici, class name,
pour être, je dirais, propre, eh bien, je devrais ici plutôt avoir un T majuscule, hein, ce qui me permettrait d'avoir quelque chose qui correspond à la norme Pascal Case. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. Si je regarde ce qui concerne le snake case, là on parle des variables, et bien vous voyez qu'on vous dit que les variables, par convention, on utilise le snake case, c'est-à-dire une norme qui consiste plutôt à tout écrire en minuscules, et quand on a des mots, plusieurs mots pour définir le nom de notre donnée, de notre variable, eh bien on va plutôt utiliser un tiré bas, donc un underscore, touche 8 de votre clavier, pour les séparer. Donc là finalement, ma var image, je suis plutôt bon, il n'y a qu'un seul mot, mais là j'ai créé une variable qui s'appelle son accept. Il faudrait plutôt que je mette peut-être un tiré bas. Pareil pour son refuse. Alors c'est des variables que j'avais pas dans mes précédentes vidéos, j'ai fait des tests de mon côté, hein, donc je vous le dis pour que ça vous perturbe pas si vous faites le comparatif avec les dernières vidéos. C'était juste pour faire des tests. Je vous expliquerai à un moment quand on aura besoin pourquoi j'ai changé les noms. Mais vous voyez que d'un point de vue de notation, ça serait plus correct. Pour les variables. Pour les constantes, on en a une qui est renvoyée pour valeur Mario. La façon de la nommer, bah, si on va voir dans la documentation, on nous dit pour les constantes, on utilise la notation constant case. Donc constant case, bah, c'est quoi? C'est à peu de choses près la même chose que le snake case, sauf que on met tout en majuscule. Donc là, en l'occurrence, eh bien, nom du perso, ça serait plus propre si je l'écrivais plutôt comme ça. Ça serait plus adéquat. On vous dit aussi que ça marche dans les énumes. Alors dans les énumes, pareil, j'ai tendance à le faire. Encore une fois, parce que j'ai sûrement dû voir des gens sur internet, dans les vidéos tuto que je regarde, qui codaient de cette façon-là. Donc effectivement, la norme veut que les éléments de l'énumération, on les mette tous en majuscules. Donc là, c'est propre. Par contre, le nom de l'énumération en lui-même, eh bien lui, visiblement, il est plus adéquat. Vous voyez, on vous dit pour enum member, on a constant case, donc tous les membres de l'énumération sont bien en majuscule. Par contre, pour le nom de l'énum, eh bien, on va utiliser le Pascal case. Hein, donc, seulement la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Donc, il y a un exemple un peu plus bas, hein, vous avez des exemples. Donc là, vous voyez, on a une énumération, son nom c'est élément, donc on a une majuscule au début, le reste en minuscule, et après, chaque membre, donc la terre, l'eau, l'air et le feu, sont tous en majuscule. Donc finalement, ça serait plus propre ici dans mon code que je laisse juste le S en majuscule et que je passe tout le reste en minuscule. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait pour que ce soit plus propre. Alors sur les types, en général, il n'y a pas de souci parce que automatiquement, si je prends par exemple int ici, si je mets un i majuscule, vous voyez qu'il va pas aimer, il va me dire une erreur. Donc pour les types en général, Godot, vous voyez, il nous fait une proposition, il nous impose une forme particulière. Donc là-dessus, on peut pas trop on n'a pas besoin vraiment de s'embêter. Mais c'est quand même bien pour le reste, je pense, hein, de respecter un certain nombre de normes. Alors quand même peut-être une petite explication puisque vous avez vu que là on a des noms, Snake, Pascal, Constante, et on a marqué à chaque fois case derrière. Case, ça représente ce qu'on appelle en français, alors en informatique hein, toujours, hein, la casse.
Alors, comme un exemple vaut souvent mieux que de longues explications, je vais vous montrer concrètement en informatique c'est quoi la casse, ou du moins les problèmes qu'on peut rencontrer vis-à-vis de la casse dans notre utilisation quotidienne de l'informatique et notre utilisation, je dirais, basique. Donc la casse, c'est typiquement ça. Là, vous avez un exemple, vous avez deux dossiers. J'en ai un que j'ai appelé justement 1, tout en minuscule, UN, et puis j'en ai un autre qui s'appelle nouveau dossier. Et en fait, je vais essayer de renommer nouveau dossier en lui donnant le même nom, mais en l'écrivant en majuscule. Donc là, vous voyez typiquement un problème de casse qu'on retrouve dans Microsoft, dans l'explorateur Windows. C'est le fait que mon nouveau dossier que j'ai voulu renommer en l'appelant 1, tout en majuscule, eh bien il me dit que c'est pas possible. Je ne peux pas le renommer comme ça, parce qu'il me dit qu'il y a déjà un dossier qui s'appelle comme ça. Pourtant, c'est pas la même chose. Il y en a un où c'est écrit en minuscule, l'autre c'est écrit en majuscule. Eh bien pourquoi c'est pas possible? Eh bien c'est parce que la casse, c'est-à-dire le format minuscule majuscule, est pas pris en compte. Donc là on considère finalement, vu que c'est pas pris en compte, que les deux dossiers ont le même nom. Donc la casse, c'est ça, c'est la façon dont on va nommer les choses et la façon dont ça va être reconnu. Concrètement, vous avez la définition sur Internet. En informatique, la casse désigne le fait de distinguer des lettres capitales, donc des majuscules, des lettres minuscules. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va effectivement avoir aussi une incidence du coup dans votre façon de coder dans Godot, mais dans un certain nombre de langages informatiques. Alors pour revenir quand même un petit peu sur Snake, Pascal, Constante, pourquoi il est question de ça? Alors déjà sur Constante, je peux vous répondre, c'est que on vous dit que pour les choses de type constante, on utilise le constant case. Donc ça paraît assez cohérent de les appeler comme ça. C'est des choses qui ne changent pas, qui ne bougent pas. Énumération member, donc les membres d'une énumération, comme là dans mon cas ours, chien, chat, on utilise aussi cette norme-là. Mais pourquoi? Eh bien parce que elle aussi, on peut faire varier, ça c'est une énumération, donc on peut faire varier les choses, ça, on l'a vu, puisque ça nous a permis de créer une liste, donc on peut faire varier les choses et choisir différents animaux, mais nos animaux en eux-mêmes, ils changent pas. Ce qu'on sélectionne dans la liste change, donc la valeur d'entrée de la liste change, mais par contre ours reste toujours ours, chien reste toujours chien, etc., etc. Donc en fait, nos éléments en eux-mêmes sont constants. Donc ça paraît logique de les écrire selon une norme qui est la même que celle des constantes, à savoir tout en majuscule. Alors après, pourquoi tout en majuscule? Pourquoi certains plutôt en minuscule dans le cas de certaines normes comme le snake case, et pourquoi juste une majuscule au début des mots pour le Pascal case? Alors ça, j'ai pas fait énormément de recherches, mais j'ai trouvé un petit blog qui en parle, et voilà, je vais vous montrer la page. Alors il y a des choses légèrement amusantes. Donc le blog que j'ai trouvé, c'est laconsole.dev qui parle de ce sujet. Et en fait, alors on vous explique un peu plus ce que c'est qu'une case en français. Donc on vous dit que c'est la manière dont les éléments de notre code sont écrits. Donc c'est des fonctions de nommage. Et là, on vous présente les choses les plus couramment utilisées. Donc il y en a qui sont pas dans Godot, comme le camel case, le kebab case. Celle-ci, cette norme-là, je la trouve rigolote au vu de son nom. Et l'uppercase. Alors l'uppercase, finalement, c'est, vous voyez, c'est tout en majuscule. Donc ça correspond au constant case de Godot. C'est la même chose.
Et puis on retrouve, vous voyez, le snake et le Pascal case. Alors on nous explique rapidement, alors pour les autres, si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir, mais on a une petite explication de pourquoi ces noms-là et pourquoi ils ont cette norme-là. Donc le Pascal case, apparemment historiquement, ça serait lié à une sorte d'hommage à Blaise Pascal qui qu'on reconnaît un petit peu comme un contributeur de la naissance de l'informatique. Et on vous explique, voyez, comment ça marche en fait. Et c'est surtout parce que ça a été utilisé dans un langage de programmation qui s'appelait Pascal dans les années 70. Donc voilà pourquoi on parle de Pascal case. Et concernant le snake case, eh bien, donc celui qui met tout en minuscule et qui intègre des underscores entre les mots pour les séparer, ça vient d'une ressemblance visuelle, hein, comme on vous le dit, entre le fait que les mots sont reliés par un underscore, les mots séparés sont reliés par un underscore. Donc ça rappellerait plus ou moins le corps du serpent. Alors le kebab case, on l'utilise pas dans Godot, mais ça m'a fait rire. Il n'y a que des suppositions sur la raison de ce nom-là. Ça serait peut-être du fait que là on n'utilise pas un underscore mais un tiret O, et que du coup le tiret O rappellerait, alors faut avoir de l'imagination, hein, une brochette de kebab, hein, mais même l'auteur du blog n'en est pas convaincu. Il indique que ça peut être un biais cognitif relatif à sa consommation conséquente de kebab. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Et l'uppercase, comme je le disais, en fait ça renvoie à la même chose que la constant case, donc c'est-à-dire des mots écrits entièrement en majuscules, et quand vous avez plusieurs mots à séparer, eh bien vous faites comme en snake case, vous utilisez un tiret bas, donc le underscore, qui est le tiret de la touche 8 de votre clavier. Donc voilà, c'était une petite vidéo un petit peu différente, plutôt hors série on va dire, mais ça me semble important parce que, encore une fois, plus tôt on prend les bonnes habitudes, à mon sens mieux c'est. Moi je me dis que déjà ça va être compliqué pour moi de peut-être revenir sur certaines habitudes que j'ai développées et qui ne sont pas correctes. Dans ce que je vous ai présenté, j'ai fait des choses le plus correctement possible, mais si on regarde d'autres scripts que j'ai fait par le passé, ne serait-ce que le script qui me permet de gérer mon personnage, il y a plein de trucs qui sont pas propres, hein, concrètement. Mes variables, alors là on est plus sur de la norme, mais plutôt sur de l'aide à Godot. Mais vous voyez que mes variables, elles sont pas typées. Hein. Là, j'ai une variable qui s'appelle Earth. Bon, je vois bien qu'elle renvoie à un nœud qui est là quelque part dans la hiérarchie de ma scène. Mais Earth, c'est quoi? Ici, j'en sais rien. Et vous voyez, ça serait beaucoup plus propre, même pour moi, si j'avais typé ma variable. Je saurais de quoi il est question. Là, si j'avais indiqué qu'il s'agit d'un audio stream player, 2D en l'occurrence, eh bien, ça serait plus propre. Là, pour être correct, ça serait plus simple pour moi si j'indiquais audio stream player 2D. Concrètement, ça serait mieux. Alors, ce serait mieux pour moi pour m'y retrouver. Ça serait mieux pour Godot, et je vous ai déjà parlé du fait que ça permettait de gagner en performance tant en termes de puissance et de vitesse de calcul. Alors, sur des petits projets, c'est infime, mais c'est toujours mieux que rien. Quand on peut en économiser, autant le faire. Et puis, là où c'est intéressant, ça je l'avais pas abordé la dernière fois, parce que c'était une notion un petit peu complexe, mais ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle des variables statiques, hein. Enfin, plutôt un typage statique. C'est-à-dire que là, concrètement, on sait clairement à quoi fait référence cette variable. Et si vous devez la réutiliser plus tard, on saura
de quel type elle est, à quoi elle fait référence. Par contre, si vous mettez pas de type, vous laissez Godot interpréter les choses. Donc c'est ce qu'on appelle du typage dynamique. Godot, par exemple, là, speed, j'ai pas dit que c'était de type intégral. 300, c'est un nombre entier, donc c'est de type intégral. Je lui ai pas dit à Godot, mais Godot le comprend, parce qu'il est capable dynamiquement d'interpréter les choses. Bon. Mais on n'est pas à l'abri à un moment que pour X raisons, il y a beaucoup de données à gérer, il soit pas capable d'interpréter un truc et que ça bug. Donc pour éviter les bugs, c'est aussi intéressant de typer les variables. Comme ça, Godot, il n'a pas de questions à se poser en fait. Donc avoir un typage statique, en mettant par exemple ici int, eh ben, ça nous permet d'être plus précis encore et d'éviter aussi éventuellement certains bugs. Ça nous permet aussi d'utiliser plus facilement la complétion. La complétion, c'est quand par exemple vous commencez à taper des choses. Hein, vous voyez quand je fais par exemple arrobase, il y a des choses qui apparaissent. Si je mets par exemple arrobase o, ça me propose onReady. La complétion, c'est ça, c'est qu'on me propose des, on va me faire des propositions. Bon. Quand on demande à Godot de nous proposer des choses qui renvoient par exemple à des variables qu'on a créées mais qu'on n'a pas indiqué leur type, et ben Godot il va avoir plus de mal à nous proposer des choses parce que il sait pas dans quel domaine il doit chercher en fait. Parce que là, vous lui dites, bah voilà, propose-moi un truc, mais vous lui laissez libre cours à aller chercher dans tous les domaines possibles et inimaginables. Alors que si vous lui dites, bah moi, je veux que tu me proposes quelque chose par rapport à ma variable, et ma variable, elle est de type nombre entier, donc int, eh bien ça va être plus facile pour lui. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'avais pas pris l'habitude de faire avant justement de faire les tutos, et qui rend ce code-là pas très correct. Je pense qu'à un moment, je serai amené à le reprendre aussi, parce que ça sera, à mon sens, plus confortable à lire et bien plus propre. Donc voilà. Donc c'était, comme je disais, une vidéo un petit peu différente. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous permettra d'aborder les choses peut-être un peu plus précisément, de comprendre aussi pourquoi on écrit les choses de telle façon plutôt que d'une autre. Et je vous invite, alors encore une fois, même si ça n'est pas quelque chose qui se lit comme un livre de chevet, à aller voir de temps en temps la documentation. Allez voir la documentation, pas en mode où vous tapez une journée pour la lire, mais allez plutôt la voir en mode où vous êtes sur un projet, vous bloquez sur votre projet. Alors, vous pouvez aller regarder la documentation en parallèle, mais très souvent, je trouve que c'est pas pertinent parce que quand on a déjà la tête dans le guidon et qu'on en a plein la tête, très souvent, c'est pas éclairant. Il vaut mieux faire une pause, voilà, dans notre projet, aller se détendre, et puis avant de revenir sur notre projet, aller faire un petit tour dans la doc, une petite 20 minutes, une demi-heure, grand max 1 heure. Après ça dépend parce que parfois on se laisse prendre par la doc, on se dit ah tiens il y a tel truc que je pourrais faire, ça a l'air sympa et tout, mais faites ça entre deux. Et puis après, revenez sur votre projet, et puis éventuellement, si vous avez oublié des choses que vous avez lues, là vous pouvez faire des petits allers-retours, histoire de tester des choses. Hein, mais ne négligez pas la documentation, parce que c'est quand même quelque chose qui peut vachement aider dans certaines situations. Et c'est d'autant plus le cas lorsque la doc est en français, comme c'est le cas sur ce que vous voyez. Donc je rappelle le lien, docs.godot, engine, engine.org, donc .org, /fr/4.x/. Donc c'est là que vous retrouverez la documentation française du moteur, qui est traduite en partie, la communauté française n'étant pas la communauté la plus grande, il y a quand même des parties de la documentation qui sont toujours en anglais, je vous le cache pas. Sur ce, j'espère que cela pourra vous aider et que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Salut!